Sport and Chill, la parole aux chillers. Bonjour à tous et bienvenue dans cette Parole est aux Chillers. Sport and Chill se remet à la NBA. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait plus parlé depuis cette fin de saison à Orlando et ce sacre des Lakers. La nouvelle saison pointe le bout de son nez et notamment la draft qui va arriver mercredi soir. Alors que la période des transferts vient de s'ouvrir en NBA et on a vu Chris Paul notamment filer aux Phoenix Suns contre Ricky Rubio, Kelly Oubre, Ty Jerome, Jalen Lecque et le premier choix de draft de 2022 des Thunder. On a la draft qui arrive et pour parler de cette draft, je suis accompagné de mon ami Boris, spécialiste de cette draft-là. Salut Boris. Salut Jules. Donc on a un petit programme à vous proposer, hein, un petit programme sympathique, avec notamment l'analyse de 10 prospects, je ne sais pas si c'est les 10 meilleurs, mais c'est les 10 plus attendus peut-être de cette draft-là, les 10 jeunes joueurs les plus attendus. En deuxième partie, on verra aussi les 3 Français qui sont attendus au premier tour, ou au moins 2 qui sont bien attendus au premier tour, et peut-être un au second. Et enfin, pour terminer cette parole est aux chillers, on finira sur une mock draft, c'est-à-dire voilà un petit pronostic de qui finira dans quelle franchise. On va peut-être commencer, on va commencer déjà Boris, est-ce que tu as un petit avis sur ce transfert de Chris Paul à Phoenix? C'était dans l'air du temps, on en parlait déjà depuis maintenant quelques jours. Le Thunder a commencé un peu une opération de reconstruction. On savait que Chris Paul, avec son contrat assez monumental, était potentiellement partant. On parlait de Phoenix. Là, pour le coup, c'est un peu un tremblement de terre, parce que Chris Paul, il sort quand même d'une grosse saison. C'est le président du syndicat des joueurs. C'est un personnage important de la NBA. Il est en pleine résurrection cette année après avoir un peu galéré ces derniers temps. Et franchement, pour les Suns, c'est maintenant objectif playoff. Parce que maintenant, avec Devin Booker, avec Chris Paul à l'arrière, avec, comment il s'appelle, son nom m'échappe, le pivot des Suns qui a raté 25 Ayton, matchs l'année dernière. Exactement, DeAndre DeAndre Ayton. Ayton. Là, clairement, les Suns se posent en outsider crédible pour la conférence Ouest. Alors pour le Mm. Thunder, bon, ça fait une belle économie avec le contrat de Chris Paul en moins. On sait aussi peut-être que Gallinari va s'en aller. Je pense que c'est du gagnant-gagnant. Et franchement, pour le coup, Phoenix redevient une équipe excitante. Je ne sais pas si toi, tu les places d'ores et déjà parmi les contenders au playoff, mais pour moi, c'est éventuellement déjà le cas. C'est sûr que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas fait les playoffs. Ils sont pas passés loin l'année dernière, avec une des meilleures équipes dans la bulle, avec notamment un Devin Booker énorme. Mais ouais, on va attendre de voir comment ils peuvent encore se renforcer cet été pour, euh, pour, euh, pour essayer de jouer ces playoffs-là, sachant qu'à l'Ouest, comme d'habitude, ça sera très compliqué de les faire. Et on sait qu'ils ont le 10e choix, notamment de la draft, pour en revenir à notre sujet du jour. Voilà, le 10e choix de cette draft 2020. 10 comme le nombre de prospects qu'on vous a sélectionnés, dont on va vous parler, peut-être vous faire découvrir, ou en tout cas vous en apprendrez plus sur ces joueurs-là, qu'on n'a pas forcément eu trop l'occasion de voir avec ces saisons écourtées, ces workouts annulés, qui d'habitude nous donnent plus d'indications sur ces joueurs-là. Mais voilà, on a quand même certains joueurs qui se dégagent. On peut peut-être commencer avec Anthony Edwards. Anthony Edwards qui est annoncé comme le meilleur joueur de cette draft par certains. Un arrière ultra athlétique d'1m96 pour 102 kg, qui était à Georgia, à l'université de Georgia, qui nous a fait quand même une grosse année à 19 points de moyenne, 5 rebonds, presque 3 passes, une interception et demie par match. C'est beaucoup de qualité athlétique, c'est un drive très efficace, beaucoup de puissance et surtout un corps déjà NBA ready, comme on pourrait dire. Voilà du côté de ses forces. Après, voilà, il a encore quelques faiblesses, bien sûr, hein, pour un joueur de cet âge-là, c'est normal.
notamment sa sélection de shoot, sa vision du jeu. Il a un petit peu les œillères, mais il y a aussi pas mal de déchets dans son jeu. Et on peut aussi dire qu'il peut s'améliorer sur la défense. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Boris, de ce joueur-là. Ben, de ce qu'on en dit, des échos qu'on a pu avoir, des vidéos qu'on a pu avoir, c'est un joueur qui a pour l'instant qui est un peu brut et qui est pas très motivé par le basket. Donc j'ai l'impression qu'il faut qu'il tombe dans une équipe, dans une franchise où on le met vraiment sur les rails, on lui fait comprendre que le basket doit vraiment être sa priorité. Parce que c'est le joueur le plus NBA ready du lot. Il est capable d'avoir une carrière plutôt solide. Mais c'est un joueur qui, comme certains, comme des monstres qu'on a connus récemment, comme Kobe, comme Jordan, qui n'est pas obsédé par le basket. Et quand tu arrives en NBA et que le basket, c'est pas forcément ton centre d'intérêt premier, ça peut faire un gros gâchis. Je pense que s'il met sa tête sur son sport, s'il arrive à mieux gérer ses priorités, je pense qu'on a affaire à vraiment une arrière du futur. Il est pressenti pour être numéro un, mais voilà, on ne sait pas encore ce que va faire Minnesota de son premier choix de draft. Un autre qui est pressenti pour être drafté, peut-être pourquoi pas en numéro un, c'est Lamelo Ball. Ben, j'ai presque envie de te laisser toujours la parole, puisque tu as sa version copier-coller aux Pelicans, Ouais, puisqu'il a c'est vrai. beaucoup de qualités similaires à son frère Alonso. Alors bon, je suppose que vous avez déjà entendu parler de la fratrie Ball, avec toute la hype qu'il y a eu autour de cette famille, avec le paternel qui était un peu envahissant. Alors, Lamelo sort d'une saison en Australie. Alors lui, comme beaucoup de joueurs, a décidé de zapper la case NCAA, les universités aux États-Unis, pour faire une année de basket professionnel en Australie. Alors, il a fait 17 points et pratiquement 7 passes de moyenne l'année dernière. Dans un championnat bon, qui n'est pas aussi relevé que la NBA, dans un championnat où les attaquants ont un peu les champs libres pour shooter à foison. Alors, lui ne s'est pas privé de le faire, mais un peu comme Lonzo, il présente les mêmes avantages, entre guillemets, et les mêmes inconvénients. À savoir que c'est un créateur génial. Il faut savoir qu'il fait quand même 2 m 1, ce qui pour un meneur est quand même très grand. Donc ça lui permet d'avoir une excellente vision de jeu. Ça lui permet de trouver des angles de passe que peu de personnes peuvent trouver. Il est excellent passeur. Sauf que, comme pour Lonzo, il a un tir qui est très suspect. Il a une défense qui est très faible. Et il a une adresse qui est moyenne. Donc, Ouais. je suppose que Jules, tu l'as vécu au premier plan avec les Pelicans cette année. Donc, est-ce que tu penses qu'il sera différent, meilleur que Lonzo? Ça va être. Voilà, que ça va donner quoi, la Melo en NBA? Il faut se rappeler que Lonzo a été drafté au deuxième choix, il me semble, si je me rappelle bien, par les Lakers. Oui. Euh, Moi, Lonzo, je le trouve quand même bien meilleur défenseur que ce que l'est Lamelo. Lonzo Ball est quand même un bon défenseur, hein, je trouve. Après, son frère, enfin Lamelo Ball, a quand même plus de potentiel offensivement que Lonzo Ball. On l'a vu notamment sur des matchs au lycée, c'est là où sa hype est un petit peu montée. Mettre Mhm, presque 100 points, shooter du milieu de terrain. mhm. Euh, c'est sûr que c'est quelqu'un qui, je sais pas dans quelle franchise il va atterrir, mais il y aura une hype autour de lui. Les maillots vont se vendre, j'ai envie de dire, les supporters auront envie de venir le voir. En cette période, c'est pas trop le cas. Enfin, ça sera peut-être pas possible, mais en tout cas, dans l'équipe dans laquelle il va tomber, c'est une équipe qui va attirer forcément les regards. C'est ça. Et au jeu des comparaisons, alors ça va te rappeler des souvenirs. Il est comparé par certains à Jason Williams, le White Chocolate de Sacramento et de Miami, mais aussi Ouais. plus récemment à Sean Livingston, de par l'envergure de ses bras, de par sa qualité de passe. Mais si déjà il a une carrière similable à Sean Livingston, les blessures en moins, il aura déjà une carrière honnête en NBA. Donc Mm. maintenant, à voir où il sera drafté, à quelle place. Mais de cette place, je pense qu'il y aura encore beaucoup d'attentes autour de lui. Donc à voir. Mais c'est vrai que tu parlais des comparaisons. J'en ai pas trop parlé pour Anthony Edwards. Mais Anthony Edwards, par la plupart des observateurs, il est comparé à Donovan Mitchell ou Zach LaVine Ouais. en NBA actuel, pour son athlétisme notamment. Et sinon, il y en a même certains qui se sont risqués à le comparer à Vince Carter dans son prime.
dans ses jeunes années, on va dire. Parce que dans son prime, Anthony Edwards est encore loin de ce niveau-là. Mais, Mhm. mais voilà pour Anthony Edwards. Et c'est vrai que la Melo Ball, on peut aussi peut-être le comparer à Ricky Rubio, non, sur un peu un aspect gestionnaire. C'est quelqu'un qui va. On peut lui donner les clés de l'attaque, hein, même avec son jeune âge, je pense qu'on peut lui faire confiance pour animer une attaque. Après, je pense que contrairement à Rubio, je pense qu'il sera un petit peu gourmand, le garçon, par rapport à sa sélection de tirs. Il C'est prend vrai. beaucoup de tirs, il est très très attiré par l'attaque. Après, s'il arrive à canaliser ses envies meurtrières de shoot et qu'il se concentre sur ce qu'il fait bien, à savoir être un passeur de génie, je pense déjà qu'il sera déjà souvent dans les top 10 et que l'équipe qui le draftera aura vraiment ses chances dans la course au playoff l'année prochaine. Un autre, euh, un autre joueur qui devrait normalement, euh, comment dire, être un contender pour pour ce premier choix de draft, c'est James Wiseman, le Oui, pivot, le pivot qui était à Memphis en NCAA, qui n'a pas pu jouer beaucoup de matchs puisqu'il a été suspendu pour, euh, pour une affaire de. Enfin, la NCAA aime bien chipoter un petit peu, une affaire de déménagement. exact. de démé- une affaire de déménagement, sans forcément plus rentrer dans les détails. Mais voilà, il fait 2,16 m, 109 kilos, une envergure monstre. Il est presque à 20 points par match. Bon, on sait qu'il a pas joué beaucoup de matchs, mais il est 20 points par match. Euh, Presque 11 rebonds, 3 contre. Voilà, c'est un intérieur moderne qui se déplace très vite, qui est très bon sur pick and roll. Euh, et aussi sur tout ce qui est protection d'arceaux en défense. Après, ce qu'on peut peut-être lui reprocher, c'est son mental. Il a peut-être pas encore assez un mental de tueur, mais aussi ses rotations défensives un petit peu hasardeuses des fois. Et sinon, son jeu dos au panier. Je sais pas ce que tu penses de James Wiseman, toi. Alors pour moi, c'est le gros point d'interrogation de cette draft, parce que si je me souviens bien, il n'a pas joué depuis un moment, alors au-delà de la crise sanitaire, avec sa suspension, on ne sait pas où il en est. Après, il a été mis sous l'aile de son coach de Penny Hardaway à Memphis, qui n'a que des éloges à la bouche le Ouais, concernant. Moi, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai pu voir, c'est un mix entre Rachid Wallace et Hassan Whiteside. Alors, l'énergie d'Hassan Whiteside et un peu la folie de Rachid Wallace. Alors, je ne vais pas être objectif, Rachid Wallace, je l'adorais, la personne autant que le joueur. Donc, donc si on a droit à ce joueur un petit peu foufou sur les bords, mais qui amène un nouveau souffle de la NBA, dans la NBA avec ses qualités, il est aussi capable de créer son shoot, ce qui est intéressant pour un pivot. Euh, je pense qu'il devrait logiquement sortir dans les trois premiers. Après, sa suspension va peut-être jouer dans le choix des équipes de le sélectionner. Sans tout ce qui lui est tombé dessus, il aurait été un beau numéro un. Mais je ouais. pense que l'équipe qui le choisira ne pas loin de faire une excellente opération. Pour préciser, c'est son affaire de suspension, c'est son coach Penny Hardaway qui avait versé une somme d'argent aux parents de Wiseman pour qu'ils viennent s'installer plus proche de la fac où il jouait. Et l'NCA a pris ça pour, je sais pas si on peut appeler ça de la corruption, et c'est hors règlement. Du coup, Exact. le jeune a été suspendu pour ça. Dans les comparaisons, moi j'avais aussi André Drummond pour sa capacité au rebond, et Ouais. pourquoi pas un DeAndre Jordan quand il était un peu dans son prime. Joueur Oui, voilà, spectaculaire qui prend de la place et qui à mon avis, va faire le spectacle en contre-attaque, hein, puisqu'il est très mobile. c'est ça. Je pense que bon, ce sera peut-être un sous-Zion, si je peux me le permettre. Et on aura droit à de beaux highlights avec lui. Ensuite, après ces trois-là qui se dégageaient vraiment du lot, on a un petit Européen, un petit international qui débarque avec Denis Avdia. Exactement. D'ailleurs, c'est plutôt un cas qui m'intéresse particulièrement parce que depuis 2-3 ans, les Américains ont découvert qu'il y avait du basket en Europe et qu'il y avait certains joueurs qui pouvaient être plutôt compétents.
Alors, je tiens à rappeler que le MVP est grec, que l'un des meilleurs joueurs de l'année dernière est slovène, et que la NBA n'a jamais aussi été prisée par les Européens. Alors, je n'oublie pas Nikola Jokic qui a brillé pendant les playoffs. Et Denis Avdija, c'est un ailier de 2,05 m qui l'année dernière jouait en Israël, au Maccabi Tel Aviv, donc qui jouait quand même les joutes européennes de l'Euroleague. De Il a l'Euroleague, tourné à 13 points et à 6 passes de moyenne. Après, le souci, c'est que Luka Doncic, il a mis la barre tellement haut qu'on a l'impression que dès qu'on a une pépite européenne, on va peut-être toucher le jackpot. Et c'est là qu'il faut être vigilant, parce que sans douter des qualités de ce jeune homme dont tout le monde a l'eau à la bouche, j'espère que les supporters de l'équipe qui le choisiront sauront être patients avec lui, parce que c'est un joueur qui débarque d'Europe. On a beaucoup d'exemples. Enfin, pour un Luka Doncic, on a combien de joueurs européens qui ont un peu raté leur transition. Donc lui, ouais. c'est un gros prospect, il a l'expérience du haut niveau, il est excellent créateur, il a un petit peu toute proportion gardée. Un profil un peu à la Draymond Green, un ailier de grande taille qui est capable de bien se servir de ses mains. Par contre, le seul petit souci, c'est qu'il a une faible adresse à 3 points et une faible adresse au lancer franc. Ce qui veut dire que il sera forcément ciblé quand il va arriver en NBA. Donc s'il n'est pas capable de mettre ses points sur la ligne, ça risque d'être compliqué. Alors, est-ce que toi, Jules, avec les expériences récentes d'Européens qui sont arrivés en NBA, on peut penser à Porzingis, que les supporters des Knicks sont sifflés, on peut penser à Doncic et Jokic. Est-ce que tu penses Ouais. que Avdija sera dans la grande lignée des Européens à très fort potentiel qui auront un impact direct en NBA? J'ai peur qu'on le surcote un petit peu de par l'expérience Doncic. Faut pas oublier que Doncic était quand même MVP de l'Euroleague au même âge que Avdija. Exact. Donc c'est pas le même niveau. Avdija, bon, il tourne à voilà, 13,5 points, c'est bien hein, dans une équipe. Il jouait moins de 20 minutes par match. C'est correct, mais après, c'est vrai que son shoot va l'handicaper, je pense. Même si c'est quelqu'un qui est très bon en création, voilà, 52% au lancer franc. Ouais. On dirait DeAndre Jordan sur la ligne. Et je suis sûr qu'il a des meilleurs pourcentages maintenant. Euh, D'ailleurs, c'est bizarre qu'un. Ça arrive pas souvent côté européen de pas être bon au lancer franc comme ça, d'avoir des bons fondamentaux, pourtant de pas forcément avoir un bon shoot. Je sais pas si c'est sa mécanique de tir qui doit pas forcément être efficace. Après ça, c'est le travail. Hein. Faudra qu'il tombe dans la bonne franchise pour Mhm. voilà, lui faire confiance et lui donner les clés du camion. Après, je le trouve un peu léger en défense aussi. Ben, un peu à l'image de Doncic, hein, qui est pas réputé gros défenseur. Il va falloir qu'il se bouge un peu là-dessus parce que sinon il aura du mal à s'imposer. C'est ça. Et dans les comparaisons que j'ai pu voir par rapport à lui, on parle de Danilo Gallinari, de Nicolas Batum ou de Saric. Dario Saric, là, le, le Croate. Donc Ouais. forcément, on le compare à des joueurs européens. Mais effectivement, je suis du même avis que toi. Lui, il a joué à l'Euroleague, mais il n'a pas le même niveau que Luka Doncic. Il est arrivé et j'espère vraiment qu'ils feront preuve de patience avec lui parce que je pense qu'il a du basket plein les mains. Mais là aussi, ça dépendra de la franchise dans laquelle il va tomber. Si cette franchise a la patience pour le mettre en couveuse, pour ne pas lui mettre trop de pression, je pense qu'à terme, il peut être un joueur important de la ligue. Ouais, et moi dans les comparaisons, j'avais aussi Gordon Hayward et ouais, comme tu as dit, Batum, mais Batum dans son prime, hein, pas le Batum qui prend sa dernière année de contrat pour rester sur le banc des Hornets. C'est ça. En même temps, à 27 millions d'euros l'année pour agiter les serviettes, je pense humblement et modestement que j'aurais opté pour la même chose que lui. Tout Donc, le monde l'aurait fait. Mais c'est ça. un, un qui n'a pas agité les serviettes sur le banc cette saison, c'est Isaac Okoro. Voilà, qui est un peu le même poste que Nicolas Batum dont on parlait. Mhm. Un ailier arrière qui est quand même qui est considéré comme le meilleur défenseur de cette draft. Euh, Au niveau de son physique, c'est 1,98 m, 102 kilos. Donc un peu à l'image d'Anthony Edwards, un corps déjà prêt à carburer en NBA, à se frotter aux ailiers physiques de la grande ligue.
C'était 13 points par match l'an passé, euh, 4,5 rebonds, 2 passes, une interception à contre. Voilà, la défense clairement son point fort, mais il a aussi montré un gros mental et une bonne finition en s'approchant près du cercle. Ce qu'on peut peut-être lui reprocher, c'est peut-être un shoot un peu faible, un manque de création, et aussi un peu à l'image de ce qui peut se faire à cet âge-là, voilà, un peu de précipitation en attaque. Je sais pas comment toi tu juges ce joueur. Alors lui, je l'avais pas du tout vu venir dans les prévisions de la draft à venir. Oui, effectivement, sans doute le meilleur joueur défensif de la draft. J'ai vu aussi que c'est un vrai compétiteur, il a l'esprit de suite de compétition, il est physique, il est intelligent, il est costaud. Alors malheureusement, sa faiblesse, comme pour Avidja dont on vient de parler, c'est qu'il n'a pas de shoot à 3 points, il est faible au lancer franc, et qu'avec 16 points en moyenne en 40 minutes, c'est le plus faible ratio du top 20, enfin du top 20 annoncé de la draft. Donc ça veut dire que c'est un joueur plutôt de mission. Mm. Par rapport à cette année, je le comparerai par exemple à quelqu'un comme Jeremy Grant, qui lui il a un peu progressé offensivement, ou plutôt à un Kawhi Leonard quand il est arrivé dans la ligue avant d'exploser offensivement. J'ai des comparaisons qui vont peut-être pas vous parler à vous qui nous écoutez. C'est Gerald Wallace et Justice Winslow. Alors des gens un peu, entre guillemets, des cols bleus de la NBA, des joueurs dont on entend peu parler parce que, certes, peut-être spectaculaires, mais c'est surtout des bosseurs, des gars qui ne sont jamais forcément mis en lumière, mais qui sont essentiels à un collectif, notamment au niveau de la défense. Ouais, c'est un profil très recherché quand même. J'allais dire un free and D, mais non, parce qu'il il met pas trop de, il met pas trop à 3 points, mais un défenseur comme ça qui va pouvoir prendre le meilleur joueur adverse dans un match, c'est vrai que c'est un profil très recherché. Surtout qu'aujourd'hui, la NBA a toujours tendance à mettre l'accent sur les attaquants. Les profils de défenseurs purs, c'est rare de trouver des joueurs qui se concentrent uniquement sur la défense. Donc c'est un joueur, comme je t'ai dit, un peu comme en NFL d'unité spéciale, sur lequel tu pourras compter au niveau de la défense et qui, tu es sûr, qu'il va t'apporter chaque soir 100% de ses capacités et que un joueur qui défend, il aura toujours sa place sur le parquet. Et justement, là, ça va être le jour et la nuit, on passe à Obi Toppin, qui est pas vraiment réputé pour sa défense. Obi Toppin, ailier fort qui nous vient de Dayton, qui a émargé à 20 points et 7 rebonds et demi l'année dernière et qui a été élu meilleur joueur de l'année en NCAA, alors avec une année tronquée évidemment. Mais effectivement, comme tu l'as dit, c'est un joueur hyper spectaculaire, qu'on verra dans les top 10 pardon, de la nuit, le matin quand on va se réveiller. C'est un joueur qui est capable d'arracher les cercles d'être capable d'actions un peu phénoménales, un peu comme Zach Lavine. Mais comme tu le sais, en général, les gros scoreurs en NCAA ne font pas forcément des grandes stars en NBA. On a l'exemple de Jimmy Fredette qui a été drafté par Sacramento, qui était vraiment un joueur qui marquait énormément de points en NCAA. On peut même parler aussi Ouais. de JJ Redick, qui lors de ses premières années en NBA était un joueur quasi anonyme, alors qu'il faisait des cartons du côté Ouais. de Duke. Et Obi Toppin, c'est peut-être un joueur de cette même trempe. Alors le seul souci effectivement que me pose ce joueur, c'est qu'il est très 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 faible en défense. Et en général, les gros attaquants, mais d'ailleurs comme Zach Lavine, hein, très très fort en attaque, mais très peu impliqué en défense. Et surtout, vu son physique, il ne pourra pas résister aux postes 4 qui sont plus costauds que lui. Et en fait, dernière chose qu'on a noté sur lui, c'est qu'il sort rarement sur les extérieurs adverses. Alors que si un joueur qui est capable, vu sa mobilité, d'être capable de le faire. Donc s'il tombe sur des extérieurs adverses qui sont des gourmands à 3 points, il va vraiment falloir qu'il se fasse violence. Donc en Et général, surtout comme qu'on je... a, Ouais, non, surtout que c'est un joueur qui a plus d'expérience que les autres, vu il a 22 ans, il a fait un cursus complet, contrairement aux petits jeunes qui sortent après un an de fac. Voilà, lui, il a 22 ans, il arrive avec plus de maturité. Voilà, un corps déjà prêt aussi pour la NBA, hein, plus de 100 kilos, 2,6 m.
Et s'il se met pas rapidement dans le moule de la NBA, où quand même la défense, il faut quand même savoir défendre si on veut se faire une place, il risque d'être relégué sur le banc et juste de jouer pour faire le spectacle. Exactement. Surtout que, vu comme tu as dit, ses mensurations et son poids, il est parfaitement capable de passer au poste 5 et de jouer pivot. Sauf qu'en jouant pivot, il va forcément se faire cibler par les Jokic, par les Anthony Davis, par les Giannis. Et que si ça se passe comme ça, on peut vite se retrouver face à des situations embarrassantes. Un peu comme en playoff l'année dernière, quand Michael Porter Jr., le joueur des Nuggets, était constamment ciblé par les équipes adverses. Ouais, Donc, pour ne pas qu'il se retrouve à être ciblé, il faut vraiment qu'il mette sa tête sur la défense, parce que justement, c'est la défense qui fera qu'il aura des minutes. ouais. Et en niveau comparaison, j'ai du John Collins dans la NBA actuelle, Ouais, un petit peu du Blake Griffin sur ses premières années du moins. Et sinon, historiquement, Amar'e Stoudemire, je sais pas si tu es d'accord j'ai avec ça. exactement la même comparaison. Ah, Effectivement, Amar'e Stoudemire de ses jeunes années, mais quand on voit le parcours de Stoudemire, il a su mettre sa tête sur la défense et aussi il est tombé à Phoenix sur une équipe qui faisait un jeu qui correspondait parfaitement à ses qualités. Donc peut-être que pour Obi Toppin ce sera également le cas. Donc à voir. On va voir, ouais, on va voir dans quelle équipe sera séduite par ce joueur-là. Maintenant, on va passer à Patrick Williams, un joueur Oui, qui monte ces dernières semaines exact. dans les rankings, qui a pas forcément les stats les plus impressionnantes, hein. Il a tourné juste à 9,2 points et 4 rebonds cette saison en NCAA à Florida State. Mais cet ailier de 2,3 m attire parce que c'est un petit peu ce qui est recherché par toutes les équipes NBA, hein. Un joueur physique qui peut défendre sur beaucoup de postes à la fois et qui est un free and D qui est polyvalent. Donc même si c'est un joueur qui a une grosse marge de progression, c'est un joueur un peu en chantier qui est vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure, un peu un Kawhi Leonard au moment où il est arrivé dans la ligue. C'est un Exact. profil c'est un profil qui peut intéresser certaines équipes qui pourraient être amenées à le développer. Exactement, surtout que la description que tu en fais, je ne sais pas si tu as la même vision que moi, mais je vois quasiment PJ Tucker au niveau de sa capacité à être Ouais, c'est vrai. rapide sur ses appuis, capable de défendre sur des joueurs qui sont pas forcément de la même taille que lui, capable de, de, de- de- d'être rapide, d'être tonique. Et le petit souci, le petit défaut qu'il a à travailler, c'est que c'est un joueur qui est très brut offensivement, qui, je ne dirais pas qu'il a les mains carrées, mais pour l'instant, c'est pas trop un truc qu'il a développé. Alors forcément, à NBA, t'es pas forcément obligé de savoir marquer et tout. Il y a des joueurs qui font des carrières sans être de gros marqueurs. Mais c'est un truc à développer, surtout qu'à côté de ça, il perd énormément de ballons. Et qu'à Ouais. terme, ça peut être un problème en NBA pour l'équipe qui va le choisir. Oui, après, il y en a certains il a un peu un physique à la Jason Tatum aussi. Bon, là, il a pas encore le talent de l'ailier de Boston, mais certains pourraient lui voir peut-être un tournant comme ça. On parlait de Kawhi. Voilà, ça va dépendre dans quelle franchise il va tomber, euh, Patrick Williams. Ensuite, après Patrick Williams, on a un meneur. On peut revenir sur les postes arrière avec Tyrese Haliburton, qui lui aussi monte pas mal dans les rankings ces dernières semaines. C'est ça, c'est aussi un joueur qui est en train de coiffer tout le monde au poteau. C'est un meneur qui nous vient d'Iowa State, qui me fait 1m96 et qui, selon tous les retours qu'on a des États-Unis, c'est le joueur qui possède le plus gros QI à la draft. Donc on sait qu'en général, les équipes cherchent toujours ces joueurs intelligents, capables de s'adapter à n'importe quelle situation. Alors je ne sais pas si tu as vu des highlights de lui ou son profil ou même en photo, mais il me fait furieusement penser à Tayshaun Prince. Tayshaun Prince? Oui, l'ailier de Détroit Ouais, de l'Union l'époque. ouais, mais sur un format quand même un peu plus, ouais, ouais, dans le style de jeu, oui, il y a quelque chose, c'est vrai. C'est un meneur plutôt de grande taille, qui est excellent créateur, qui manie très bien le ballon, Moi, qui peut défendre sur les deux côtés. il me fait plus penser à Shai Gilgeous-Alexander, un peu long. Aussi.
Mais Aussi. c'est vrai que ouais, c'est quelqu'un de très, très intelligent de ce qui montre. Enfin, les analystes le voient comme un joueur très intelligent avec un QI basket au-dessus de la moyenne et qui après est quand même intéressant défensivement notamment. Exactement. Et forcément, quand tu as un joueur qui est aussi fluet, qui est aussi fin, parce que je crois qu'il fait moins de 80 kilos, qui est vraiment, vraiment peu face au mastodonte de la NBA, c'est un joueur qui a plutôt tendance à fuir le contact. Donc c'est un joueur qui tire pas beaucoup de lancers francs. Et forcément, quand tu vas arriver en NBA, surtout quand tu es rookie, tu seras forcément ciblé par rapport aux vieux briscards qui vont vouloir te rentrer dedans, qui vont vouloir t'apprendre la vie. Et que Ouais. clairement, il va falloir qu'il se muscle durant les 2 mois qui restent, hein, puisque la saison va vite reprendre. Et, euh, et aussi, juste le petit bémol, c'est que quand il est sur le terrain, son équipe a gagné 10 fois pour 12 défaites, ce qui est un ratio qui est négatif et qui jette un peu une ombre pardon, au joueur qu'il est. Mais Ouais. globalement, un joueur intelligent comme ça, les entraîneurs en NBA en raffolent puisqu'ils sont capables d'être leur général sur le parquet et ils sont capables de transmettre les consignes d'un entraîneur à la perfection. Un autre général sur les parquets, notre neuvième prospect qu'on étudie, c'est Cole Anthony de North Oui, Carolina, 1m91 pour 86 kilos, 20 ans. Il peut jouer à la fois meneur ou arrière, même si c'est vrai que c'est un arrière de poche, hein, si on le décale sur le poste 2. L'année dernière, c'était 35 minutes de temps de jeu en moyenne, 18,5 points par match, 5,7 rebonds et seulement 4 passes. Euh, mais sinon, voilà, un gros handle, du scoring, un très bon shoot et quand même une bonne défense sur le porteur. Après, voilà, on peut lui reprocher un petit peu son animation offensive, son manque de passes un petit peu. Voilà, moins de 4 passes pour un meneur de jeu, ça bah, questionne toujours sur les qualités du joueur. Mais voilà, on a un pur scoreur qui perd quand même encore pas mal de ballons. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce joueur? tu as globalement tout résumé, hein. C'est un fort attaquant qui peut créer son propre shoot. C'est un joueur qui ne manque pas de confiance en lui. Il est clairement un joueur qui pourra, dès sa première année, tourner à 15-20 points de moyenne par match. Il sort aussi d'une fac qui a l'habitude de former des bons joueurs, à savoir North Carolina. Euh, Ouais, Effectivement, pour un meneur, ça peut vite devenir problématique que, que d'avoir un ratio de passes aussi faible. J'ai vu aussi qu'il était peu concentré et peu impliqué en défense. En général, ce genre de joueur-là, c'est joker en sortie de banc. Donc, peut-être qu'il pourra jouer en combo guard ou en deuxième arrière. Parce que mm, s'il maîtrise pas les bases du pick and roll, du jeu de passe et tout, ça va vite devenir un joueur peut-être de limite de fin de match, de garbage time, etc., etc. Alors que je pense qu'il a un vrai potentiel et qu'il demande juste qu'à être canalisé. Mais globalement, dans l'ensemble, ça fait partie des joueurs offensifs les plus talentueux de cette draft. c'est ça, c'est un talent brut. On pourrait le comparer à Colin Sexton, un petit peu dans ce même gabarit, ce même registre de pur scoreur, côté Cleveland. Et sinon, j'avais vu des comparaisons avec Jamal Murray, même si je pense Mhm. qu'il n'est pas aussi bon shooter que Jamal Murray. Moi, j'en ai vu avec Kemba Walker. D'ailleurs, Oui, c'est vrai aussi, dans le handle, un petit peu. c'est ça. Et sur les premières années de Kemba en NBA, où il était essentiellement un scoreur, d'ailleurs à l'université aussi. Donc, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir qu'il vraiment se bonifie et que. D'ailleurs, comment il s'appelle? C'est le fils de Greg Anthony, je crois bien. Oui, Donc, et oui. il a de quoi tenir, il a de quoi avoir des conseils directement à la source. Donc, je pense que c'est un joueur qui peut avoir la tête sur les épaules avec un entourage qui est capable de le remettre à l'endroit. Et maintenant, on peut passer à notre dixième et dernier prospect qu'on va étudier, en tout cas sur cette partie-là, avec Okongwu, le pivot, le deuxième pivot sur nos 10 prospects.
Et ça me fait particulièrement plaisir de parler de lui, puisque il y a 2 3 ans, quand on parlait des bons joueurs à venir de la draft et tout, d'ailleurs dans une émission de Sport and Chill en janvier, on avait demandé, enfin Romain nous avait demandé quel joueur on voyait devenir All-Star cette année. Et moi, bon, je n'en retire aucune gloire, j'avais dit que je voyais Bam Adebayo débouler dans la cour des grands lors de la grande messe de la NBA. Et Okongwu me fait furieusement penser à Bam dans plein de choses. Alors pas forcément C'est par vrai. rapport à la filiation africaine, mais par rapport à sa taille et sa mobilité pour un intérieur. Alors il faut savoir qu'il fait 2,06 m et que l'année dernière il a fait 16 points, enfin 16 points et 9 rebonds dans la Ouais. fac de USC. Il est très mobile, très intelligent, il peut switcher sur plusieurs postes en défense, comme on a vu Bam le faire en playoff. Et c'est le meilleur pivot de la draft, il a beaucoup de skills, c'est un contreur, je crois qu'il tourne à plus de 3,3 contre par match, ce qui est quand même assez Ouais. impressionnant. Et contrairement à Bam, qui d'ailleurs on l'a vu pendant les playoffs dans la bulle, il n'a pas encore ce petit shoot à 2, 3, 4 mètres pour, euh, pour, euh, pour être autre chose qu'une simple menace à l'intérieur. Et que s'il veut pas devenir qu'un simple role player, il va falloir qu'il développe ses qualités un peu offensives. Mais pour une équipe qui a vraiment besoin d'un intérieur solide, un rock à l'intérieur, franchement, ça peut être le style de cette draft à tous les niveaux. Donc je ne sais pas si toi aussi tu vois comme moi la filiation avec Bam, en tout cas au début. Ouais, ben, déjà, il est très bon sur pick and roll. Donc, il suffit qu'il tombe dans la bonne franchise avec un meneur qui sache un peu bien l'utiliser. Voilà, c'est quelqu'un qui va être très efficace là-dessus. Au niveau du rebond offensif aussi, c'est quelqu'un qui est très présent. Oui, après, voilà, on pourrait lui reprocher au niveau offensif, voilà, un petit manque de confiance. Euh, Pas forcément bien en place au niveau des post-up, au niveau du shoot. Mais ça, voilà, c'est quelque chose qui se travaille. Pour les comparaisons, voilà, tu as parlé de Bam Adebayo. Certains aussi, on voit en lui un peu de Alonzo Mourning. Mhm. Donc, voilà, c'est un intérieur qui est clairement, voilà, seulement 19 ans, 111 kilos, donc c'est déjà une belle bête, hein, qui sera prêt Exact. à, qui sera prêt à se frotter à tous les intérieurs de la ligue. Mais Exact. c'est quelqu'un, ouais, qui sera top 10 assurément. C'est ça. Moi, j'ai vu aussi un autre observateur américain qui l'a comparé à Taj Gibson, mais je pense que ce monsieur devait très certainement ne pas avoir toute sa tête pour faire ce genre de comparaison, parce que je pense qu'il est capable d'aller bien plus loin dans sa carrière que Taj Gibson, qui est monté très vite très haut, mais qui a vite régressé. Alors Ouais. clairement, il faut vraiment qu'il se développe un shoot, mais au départ, s'il peut être déjà un défenseur racé et référencé en NBA, ce sera déjà un bon premier pas. Donc on en a fini pour ces 10 prospects qu'on devait étudier. Mais dans ces 10 meilleurs joueurs un petit peu de la draft, on en a oublié un qui est français. On l'a oublié volontairement, hein, bien sûr, c'est parce qu'on comptait parler de lui et des deux autres de ses compatriotes dans cette deuxième partie d'émission. Donc on va commencer avec lui, Kylian Hayes. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce joueur? Bah déjà, dire qu'il est certes français, mais il est, voilà, allez, on va dire franco-américain. On va leur laisser un peu ça. Euh, qui a 19 ans, qui fait 1,96 m et qui est meneur de jeu. Alors cette année, enfin l'année dernière, il jouait à Ulm en Allemagne. Et que dire? Bah, déjà, c'est un pur gaucher. C'est un pur gaucher. En général, on regarde toujours les gauchers avec un peu plus d'attention. C'est un joueur qui peut potentiellement devenir le Français le drafté le plus haut. Je crois que il y a moyen qu'il soit même peut-être dans le top 5. J'ai vu sur une mock draft aux États-Unis qu'il y en a qui le mettent en premier. Alors là, quand Ah même, ouais? oui, ouais, on serait quand même au-delà de la surprise. Ouais, Mais c'est sûr. clairement, lui, il a un avantage aussi par rapport aux autres, c'est qu'il a déjà une grosse expérience en Europe. Je crois qu'il a déjà 72 matchs pro à son, Ouais. à son actif, ce qui fait quand même beaucoup. C'est quand même l'équivalent quasiment d'une toute proportion gardée d'une saison NBA, de jouer avec les professionnels, de jouer avec des joueurs qui lui sont peut-être supérieurs physiquement ou
au terme de QI basket. De Sa jouer avec des vision du adultes, jeu, exactement. Sa vision du jeu est quand même très 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 bonne. Il maîtrise le pick and roll à la perfection. Et contrairement aussi aux joueurs de son âge, il est très attiré par la défense. C'est un bon défenseur. Sur ce point-là, il y a un point commun aussi avec Frank Ntilikina qui joue à New York. Et, euh, et franchement, je pense qu'il fera un top 10 à la draft. Alors, je ne sais pas si toi, tu le vois aussi haut, mais les Américains sont très confiants quant à sa capacité à créer la surprise dans les jours qui viennent. ouais, bah c'est un jeune joueur qui est attendu depuis quelques années par les Américains, notamment quand il évoluait encore en Jeep Elite. Voilà, là, il a décidé de s'exiler en Allemagne parce que peut-être pour s'enlever un petit peu de pression aussi. Il a fait une bonne saison. Son point fort, tu l'as dit, c'est clairement la création. Il est redoutable sur pick and roll. Si on le met avec un bon intérieur, je pense qu'il peut se régaler. Après, il manque peut-être un peu de qualité athlétique Clairement, clairement, clairement. et d'explosivité qui, à ce poste en NBA, on sait que c'est c'est un atout non négligeable. Mais sinon, ouais, niveau mental, au niveau de la création, des passes, du scoring, c'est quelqu'un qui est déjà très, très mature. Au niveau des comparaisons, tu parlais que peut-être qu'il était annoncé en 1. Bon, ça m'étonnerait qu'il soit, vu que c'est un peu la copie de D'Angelo Russell, Exact. gaucher, ça m'étonnerait bon, qu'il finisse à Minnesota. Voilà, c'est un peu D'Angelo Russell, Goran Dragic. Mhm. On lui souhaite hein, une carrière à la Goran Dragic ou D'Angelo Russell qui brille quand même en NBA. Mais c'est quelqu'un qui sera top 10. Je vais pas spoiler pour la mock draft après. Mais pour moi, sera top 10. Ouais. J'ai même vu aussi que, bon, alors, peut-être que c'est par rapport à la filiation des gauchers, que certains le comparaient avec Emmanuel Ginobili. Alors, parce que il faut savoir qu'avant que ce soit Emmanuel Ginobili, justement, il a été drafté assez loin. Il était déjà très bon en Europe, mais aux États-Unis, personne ne le connaissait. Alors, si lui pouvait faire une carrière à la Manu, ce serait déjà très bien, surtout qu'il a déjà été champion d'Europe avec l'équipe de France, où il avait Oui. été dans le meilleur 5 de la compétition. Donc, c'est un joueur effectivement, qui va peut-être souffrir par rapport à des joueurs plus physiques que lui. J'ai vu aussi qu'il perd très souvent le ballon. En général, un ballon sur quatre qui passe entre ses mains est perdu. Donc il va falloir clairement qu'il soit moins dispendieux en NBA. Et surtout, il risque d'être en difficulté face à des meneurs plus rapides. Et on sait qu'en NBA, les meneurs rapides, il n'y a que ça. Alors des meneurs talentueux, pas forcément, mais des meneurs rapides, la NBA en regorge. Donc, alors, pas forcément besoin d'être un avion de chasse pour être performant. Curry nous le montre, même si c'est un gars un peu à part. Il a des Ouais. capacités qui peuvent le faire briller différemment, autre que par la vitesse. Mais là aussi, comme pour d'autres joueurs de la draft, il peut rapidement être ciblé. Et s'il veut vraiment être un joueur qui performe sur le long terme, il va vraiment falloir qu'il muscle son jeu, comme disait Aimé. Ouais, qui muscle son jeu. Si on peut faire un parallèle aussi avec notre deuxième Frenchie qui joue au même poste hein, que Kylian Hayes, Théo Maldon. On peut lui reprocher aussi un petit peu son manque d'explosivité. Euh, Après, Théo Maldon, il a moins la carrure aussi que Kylian Hayes. Il est moins NBA ready, je le trouve un peu. Voilà, seulement 90 kilos pour 1m92, on peut dire que c'est quand même imposant, mais je le trouve encore un peu fin pour ce niveau-là. Théo Maldon, voilà, 19 ans, qui jouait à Lasvel cette saison, bon, qui jouait 17 minutes par match, qui n'était pas forcément le titulaire du poste, mais qui, comme Kylian Exact. Hayes, contrairement à tous ses amis américains qui jouent entre eux, entre étudiants, lui, il se frotte depuis un petit moment déjà aux adultes. Donc voilà, il a tout gagné l'année dernière avec l'Asvel au niveau national. C'est quelqu'un qui a été champion d'Europe U16 aussi en 2017, qui a été vice-champion du monde U17 avec l'équipe de France. Donc c'est un grand espoir qui est vraiment qui est mis comme meneur gestionnaire globalement dans son style de jeu.
avec des longs bras, une grande envergure, mais qui après, voilà, on peut lui reprocher un peu son manque d'impact défensif. Je sais pas ce que tu penses de lui. Bah, Théo Maldon, c'est. Comment dire ça? Les personnes qui vont voir la draft en se basant uniquement sur les statistiques vont être quasiment choquées parce que quand tu dis que un joueur comme Obi Toppin, qui est pratiquement à 18 points par match, risque d'être un joueur mineur, alors que Théo Maldon, qui a des stats familiques, risque d'être un joueur majeur, c'est typiquement le joueur de draft en fait. Il ne faut pas se fier aux stats, il ne faut pas se fier à ce qu'il apporte parce qu'il était effectivement, comme tu l'as dit, il a 17 minutes de jeu par match à Lasvel. Il faisait partie d'une rotation à 3 meneurs. Donc c'était limite un joueur, j'ai envie de dire un role player, mais c'était un joueur de rotation. Mais globalement, sa taille va lui permettre de défendre sur plusieurs postes. Il a de l'envergure, il est capable de contrôler le tempo, la gestion du match. Et j'ai vu aussi une petite stat qui dit qu'en termes de minutes jouées, c'est le joueur qui en a joué le plus en termes de minutes jouées l'année dernière. Donc Ouais. ça peut aussi servir pour effectuer la transition. Il est aussi pas mal à 3 points. J'ai vu qu'il tourne à 36%, il tourne à 80% en lancer franc, ce qui est intéressant. Alors, comme pour Kylian Hayes aussi, c'est un athlète plutôt moyen, qui est pas terrible en termes de vitesse et tout, et qu'il a un pourcentage par contre suspect à 2 points à 48%, surtout à cause de son manque d'explosivité. C'est un joueur qui va foncer tête baissée dans la raquette et tout, donc il prend beaucoup de tirs à mi-distance, ce qui fait que pour un meneur de jeu, bon, 48%, allez, c'est perfectible, on va dire. J'ai vu dans les comparaisons, bon, ça va peut-être te faire sourire, qu'il est comparé à Kirk Henrich. Ouf, ouais, avec les lunettes à l'ancienne. Henrich. Exactement. Mais il y a aussi un certain qui le reproche, on ne sait pas si c'est un reproche ou pas au final, de pas assez penser à lui, de trop penser d'être trop collectif. C'est ce qu'on a souvent reproché notamment à d'autres Français, hein, comme Nicolas Batum, Boris Dio, ou même récemment à Franck Ntilikina. Clairement. Et on sait qu'en NBA, là où les stats règnent, c'est vrai que des fois il est bon de scorer. Et donc c'est peut-être quelque chose qui va le desservir, même si dans un collectif c'est bien d'avoir ce genre de joueur-là. Qui est annoncé, lui, normalement, autant il était top 10 il y a un an, autant il a Exact. régressé. Là, il est annoncé ouais, entre la 20e et la 30e place. Donc, notamment les Nuggets qui aiment bien son profil. Si on devait faire une transition voilà, sur cette fin de premier tour, et le troisième français dont on va parler, c'est Kylian Tilly, un autre Kylian dans cette draft. Lui qui est beaucoup plus âgé que ses deux compères, puisqu'il a fait un cursus complet à Gonzaga. Exact. Un peu à l'image d'Obi Toppin, il a fait un cursus complet, pas forcément par choix, mais aussi par beaucoup touché par les blessures, hein. Gonzaga, l'université de Ronny Turiaf. Mais sinon, c'est un intérieur de 2,8 m, 100 kg, qui peut jouer voilà, ailier fort comme pivot, issu d'une famille de sportifs, hein. On connaît Bien sûr. son frère Kim qui joue en Europe, qui a joué en équipe de France de basket, Exact. mais aussi son père Laurent Tilly qui est sélectionneur de l'équipe de France de volley, et son frère Kevin Et qui bien. joue aussi dans cette équipe de France de volley. Donc c'est quelqu'un qui est qui est plutôt intelligent, autant offensivement que défensivement. Après, il est un petit peu limité au rebond et dans l'explosivité. Mais ça m'étonnerait qu'il soit pris au premier tour. Malheureusement, je pense qu'il sera pris au deuxième tour. Mais c'est un joueur qui peut trouver sa place en NBA. Après, quand tu vois l'homogénéité pardon, de la draft, hein, j'ai envie de te dire, c'était sélectionné 48e. C'est pas très 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 important, puisque à partir d'une certaine place, je pense que tous les joueurs plus ou moins se valent. Lui, il a un profil qui est clairement intéressant pour les équipes, à savoir qu'il maîtrise le pick and pop, à savoir c'est un intérieur pardon, qui est capable de tirer derrière la ligne à 3 points après le pick and roll. Ouais. Comme tu l'as dit, il a fait un cursus complet, ce qui est plutôt rare de nos jours. Mais clairement, le seul, il y en a d'autres, mais c'est le seul défaut que je lui vois à Kylian Tilly, c'est qu'il est injury prone, c'est qu'il est sujet aux blessures, c'est qu'il est plutôt fragile.
Et on sait qu'en général, la NBA, c'est une ligue d'opportunités. Quand tu es blessé, quelqu'un d'autre prend ta place et tu n'es pas sûr de la retrouver. Donc, Ouais. c'est pas forcément tout le temps de sa faute. Mais à terme, s'il veut avoir une carrière prospère en NBA, il faut clairement qu'il soit épargné par les blessures. Ouais. Et c'est pour ça que beaucoup de franchises se posent des questions. Mais après, c'est quelqu'un qui shoot à 40% à 3 points, ce qui est plutôt Exact. rare. On peut lui reprocher le fait qu'il prenne que 5 rebonds par match pour un intérieur. Ça peut lui causer des problèmes. Mais voilà, on lui souhaite d'être drafté au premier tour. On sait que quand tu es drafté au premier tour, tu as un contrat garanti, alors qu'au deuxième tour, c'est pas forcément le cas. Donc ça serait aussi ça l'intérêt pour lui. Faudra voir, ça sera peut-être la bonne surprise. Pour conclure cette parole aux chillers, on va passer sur la mock draft. Je sais pas si toi, t'en avais préparé une de ton côté. Moi, J'en ai préparé pour les 10 premiers. pour les 10 premiers, on peut se cantonner aux 10 premiers aussi. Moi, je sais pas si tu veux commencer, vas-y. Hein, pour Minnesota, qui c'est que tu verrais en premier choix d'entrée? Ah ben, ça va pas être une surprise, hein, c'est Anthony Edwards, hein, dont tu as bien détaillé les qualités tout à l'heure. Pour la simple et bonne raison que tu as déjà un meneur de grande qualité, tu as un intérieur de grande qualité, mais le problème, c'est qu'ils sont nullissimes en défense. Ce sont des trous absolus, et si Minnesota peut marquer 120 points, ils sont capables d'en encaisser 140. Et Anthony Edwards est capable d'amener un peu de rigueur défensivement, il est capable de remettre cette équipe sur les bons rails de par sa défense. Il est plutôt explosif. Et clairement, Minnesota a besoin de profil défensif parce qu'ils encaissent trop de points et que Towns et Russell sont vraiment des trous en défense. Donc je pense à mon avis que c'est la meilleure fit pour eux. Toi, tu avais mis qui en premier? Ouais, ben personnellement, j'ai mis pareil, Anthony Edwards, pour venir un petit peu. Moi, c'est pas forcément son aspect défensif qui m'a pas forcément, comment dire, impressionné, même il a du potentiel parce que voilà, le physique est là et il ne peut que progresser. Mais c'est aussi pour être une troisième arme offensive dans cette équipe qui, voilà, leur succès passera par l'attaque. Hein. On sait déjà que ce sera pas une équipe qui gagnera ses matchs sur la défense. Donc autant rajouter une arme de plus à cette attaque-là. Donc voilà, je vois Anthony Edwards à Minnesota. Euh, il n'est pas à l'abri non plus d'être échangé. Hein. Ça, on ne sait pas comment ça peut évoluer. C'est ça. Sinon, en numéro 2, personnellement, je vois James Wiseman partir à Golden State. Parce que voilà, Golden State est complet à tous les postes. Hein. Steph Curry, Klay Thompson reviennent. Draymond Green est là. Andrew Wiggins est là, même si on ne sait pas pour combien de temps. Pour moi, c'est un pivot qui leur manque. Pivot mobile, protecteur de cercle, qu'ils ont plus trop depuis Andrew Bogut. Même si c'est pas le même profil non plus, mais c'est pour moi le choix que va faire Golden State. Je sais pas ce que t'en penses toi. Justement, c'est là que nos choix commencent à différer. Parce que Ah, moi, en numéro 2, j'ai mis Onyeka Okongwu, ouf, le la grosse cote potentiel ça. futur grosse cote, effectivement. Pour la simple et bonne raison que c'est un intérieur qui est protecteur du cercle, effectivement, comme Wiseman, qui est bon contreur. Sauf qu'aujourd'hui, les Warriors ont tellement de talents offensifs avec le retour de Thompson et Andrew Wiggins qui est là. Donc je pense qu'ils vont plutôt chercher allez, je vais pas dire en faire valoir, mais limite une présence simplement au rebond, quelqu'un pour amener des rebonds défensifs et tout. Et je pense qu'ils vont sélectionner au Congo parce que clairement, ils ont juste besoin voilà, d'un baobab dans la raquette. Alors, c'est une très grosse cote, mais j'ai envie d'y croire. En tout cas, ouais, c'est vrai que ça serait une grosse surprise. Au Congo, pris devant James Wiseman, un petit peu les deux sont sur le même poste. Mm. Euh, Au numéro 3, c'est Charlotte qui a qui a la main. Ils nous ont pas forcément tout le temps habitués à des gros choix de draft. Hein. On se souvient en 2012 de Michael Kidd-Gilchrist, pris juste derrière Anthony Davis, en deuxième choix, qui n'a pas forcément une grosse carrière derrière. Euh, Moi, j'opterais pour Lamelo Ball, côté Charlotte. Pas forcément qu'ils aient besoin de monde à ce poste-là, mais quand on a un phénomène médiatique comme il peut l'être, Charlotte, c'est un petit marché. Je pense qu'il pourrait attirer un peu la lumière sur Charlotte.
Et pour moi, ça serait le meilleur joueur encore disponible à ce niveau-là, derrière Edwards et Wiseman. Ben, effectivement, là, tu as compris que j'ai mis James Wiseman au Hornets. Parce que je Ouais, regarde un peu ils ont besoin d'un l'effectif des pivot, ouais. Hornets. Ah, ils ont besoin d'un pivot. Je crois que Cody Zeller, ils vont pas forcément activer son option. Depuis Dwight Howard, c'est un peu le désert dans la raquette. Alors, même si ils sont plutôt bien pourvus sous les lignes extérieures avec Devonte Graham et avec Terry Rozier et tout, ça manque d'une présence active dans la peinture. Et je pense Ouais. qu'effectivement, ils prendront le meilleur joueur disponible à ce moment-là. Et effectivement, c'est James Wiseman, euh, à mon, à mon avis. En quatrième place, ce sont les Bulls qui vont choisir. Ouais. Et pour Chicago, tu as mis qui à la quatrième place? Moi, j'ai mis l'Israélien Deni Avdija, que je surcote peut-être un peu, mais pour moi, Chicago recherche un petit peu ce profil-là. Ils ont Kobe White, Zach LaVine à la main avec Chris Dunn. Sur le bac court, voilà, à l'intérieur, on a Wendell Carter Jr. et Mark Cannon. Et c'est vrai que sur l'aile, on a Otto Porter qui est reparti pour sa dernière année de contrat, là, qui a pris son option joueur. Ouais, Mais ouais, ouais. on sent ils vont essayer de s'en débarrasser. Et un poste 3 comme Avdia à la création, ça peut être intéressant. C'est plutôt pas mal, effectivement. Le raisonnement se tient. Moi, en quatrième place, j'ai mis Lamelo Ball. Parce Ouais, que je pense justement qu'en le prenant, ça veut dire qu'ils vont se débarrasser d'un meneur. Je pièce sur Dunn, qui est un meneur plutôt à tendance défensive. Il y a déjà Zach LaVine pour scorer. Tu as Otto Porter s'il retrouve son niveau de Washington qui peut être intéressant dans le coin. Et je pense que Chicago a besoin plus d'un joueur passeur. Ils ont Lauri Markkanen à l'intérieur. Ils ont des joueurs capables de marquer. Ça va peut-être plus retirer la pression à Lamelo Ball qui sera moins obligé de tirer. Il va plus se concentrer sur son talent de passeur qui est assez exceptionnel. Donc pour ouais, moi, je mets Lamelo en 4. en 4. Et en 5, on a Cleveland, hein, habitué des hauts choix de draft ces dernières années depuis que LeBron est parti. Oui. Moi, je verrais notre ami Obi Toppin en cinquième position. C'est pas qu'il y a personne à Cleveland, parce qu'on sait qu'il y a encore Kevin Love, même s'il cherche à s'en débarrasser. Ces deux dernières drafts, ils ont pris des arrières, Colin Sexton, Garland aussi. Mhm. Là, je pense que vu qu'il cherche à se débarrasser de Kevin Love et de son contrat, Obi Toppin peut bien quitter avec Drummond dans la raquette. Même, ouais, mais je pense que ça peut aussi amener un petit peu de spectacle. La doublette Sexton-Toppin peut rentrer dans les top 10 assez rapidement. Oui, je suis d'accord. J'ai effectivement mis Obi Toppin aussi en 5 à Cleveland. Mais tout en gardant en tête la free agency de 2021 qui s'annonce énorme avec beaucoup de free agents de qualité. Parce que quand tu regardes l'effectif de Cleveland, tu as deux joueurs au poste de pivot, Tristan Thompson et André Drummond. Va Ouais, forcément falloir se débarrasser de l'un d'entre eux. Je pense que Kevin Love aussi est sur la sellette et je pense qu'il y a moyen d'économiser un paquet de millions de dollars pour Cleveland. On va considérer que c'est encore une année de transition et je pense qu'à partir de 2021, ils pourront de nouveau se positionner sur de gros free agents. Donc pour moi, ce sera un move évidemment de spectacle parce que autant donner du plaisir aux fans si tu dois squatter les bas-fonds du classement, mais c'est ouais, aussi dans une optique financière par rapport à 2021. Donc tu as la possibilité de te débarrasser de Thompson et de Love, parce que je pense qu'André Drummond va activer sa clause à 32 millions. Donc je pense que c'est plutôt gagnant-gagnant. Tu t'offres une année de transition avec un joueur spectaculaire et tu te donnes de la souplesse financière pour 2021. la question c'est est-ce que le numéro 1 est disponible à Cleveland pour qu'on ait Obi-Wan sur les parquets? Et ça, je peux te Excellent. dire que le surnom déjà, Oh le là surnom là est là. tout trouvé. S'il Ah, fait je l'avais ça au pas niveau vu du celle-là. marketing, c'est exceptionnel. Excellent, excellent. Bien vu. Sinon, on y est en sixième position. On a les Hawks d'Atlanta. Qui c'est que tu as Mhm. choisi, toi, dans cette position?
Ben, j'ai mis notre ami israélien Denis Avdija. Euh, alors Atlanta, il leur manque peu de choses pour devenir une équipe candidate au moins à la 8e place des playoffs. Ils ont un gros meneur de jeu. Avec Trey Young, ils ont John Collins, ils ont Kevin Huerter, ils ont Clint Capella, qu'il ne faut pas oublier, Ouais. qui n'a pas joué de la saison dernière. Et, euh, et clairement, ils ont déjà une base. Et je pense que dans cette base plutôt intéressante, il ne ferait pas de tâche, bien au contraire, il serait capable d'amener son expérience du haut niveau tout en étant dans une équipe où on ne lui met pas la pression, puisque ce sont déjà les joueurs déjà en place qui ont la pression. Trae Young, il a la pression parce qu'il n'a pas encore emmené son équipe en playoff. Donc je pense qu'il est capable de se développer à l'ombre de ces joueurs-là tout en jouant dans une équipe compétitive. Donc à mon avis, c'est le bon compromis pour son arrivée en NBA. Moi, je pense le contraire de ce que tu as dit, avec Ouais. Young et Werther qui sont déjà un petit peu des passoires en défense. Si tu mets FDA à côté, c'est compliqué. Moi, je mettrais justement Okoro, poste 2 ou 3, qui va pouvoir un petit peu compenser les errements défensifs de, de Trae Young. Voilà, ce poste un petit peu recherché qui pourrait faire basculer un peu Atlanta dans une autre dimension. Ça serait le joueur un petit peu qui manque à Atlanta. Ça se tient. Ça se tient. Je... À voir. À voir. En tout Parce cas, que il serait vraiment temps qu'Atlanta se bouge parce que clairement, je pense que la fenêtre va commencer à se fermer. Ils sont en train de stagner depuis 2-3 ans. Mais à mon mm, avis, l'arrivée de Capella au niveau défensif va peut-être leur faire passer un cap. Alors peut-être que l'équipe va commencer à se mettre à son diapason. Il va retrouver un peu de sérieux défensivement parce qu'effectivement, Atlanta, c'est opération porte ouverte pratiquement chaque soir. ouais, ouais, ouais. Sinon, en septième position, on a les Detroit Pistons. Euh, Toi, t'as opté pour quel choix, toi, à cette position-là? Mais pour poursuivre la filiation avec Tayshaun Prince, j'ai mis Ali Burton. Ali Burton pour son profil intéressant, pour son profil de meneur de grande taille, parce que je suis pas sûr Ouais, que Derrick Rose va continuer l'année prochaine. Euh, Ils ont déjà un poste 4 solide qui n'est pas blessé en la personne de Blake Griffin. Je pense qu'il est capable, de par son envergure, d'apporter de la défense, d'apporter un peu ce côté rugueux de Détroit, parce que c'est ce qu'on attend de cette équipe. C'est une équipe de col bleu, c'est une équipe de... Voilà, il est capable d'amener son intelligence, c'est un excellent créateur, c'est un meneur de grande taille. Et je pense mm. que pour entamer le renouveau de Détroit, ce serait intéressant de passer par ce genre de joueur-là auquel le public pourra s'identifier. Ouais, c'est vrai que je pense que c'est l'équipe qui a le plus besoin de talent à l'heure actuelle. Clairement. Ils sont, voilà, donc moi je mettrais, j'ai mis Tyrese à Liberton aussi. On sait qu'on a beaucoup entendu parler de Kylian Hayes aussi là-bas, avec son pote Sekou Doumbouya, ça pourrait faire une belle doublette, mais je les vois plus opter pour Tyrese à Liberton. Pour cette équipe-là, mais on ne sait pas combien de temps va rester Blake Griffin, Derrick Rose non plus, donc c'est vraiment ils repartent à zéro et ça peut être un joueur qui les fait évoluer. Côté huitième position, on a les Knicks. Les Knicks habitués aussi, c'est au choix de draft, trop habitués ces derniers temps. Euh, avec moi de mon côté, j'ai mis Patrick Williams Oui. euh, en huitième position parce que on a RJ Barrett, on a Mitchell Robinson déjà installé. En meneur, je ne sais pas qui c'est que Tom Thibodeau choisira. Certainement Franck Ntilikina, lui qui aime pas mal la défense, Thibodeau. Donc j'ai mis Patrick Williams parce que sur les ailes, ça peut être un profil qui intéresse Thibodeau et les Knicks. Il va pouvoir se former tranquillement, sans pression, si j'ose dire, même si à New York, il y a toujours un peu de pression, mais la pression du résultat, ils l'ont pas trop ces dernières années. Exact. Ben moi, j'ai mis l'inverse. Alors, j'espère qu'il me le pardonnera de l'avoir mis dans cette galère, mais j'ai mis Kylian Hayes au Knicks Aïe, aïe. parce que je, parce que je pense
clairement, ils vont se débarrasser de joueurs sur le poste de meneur, que ce soit. Je crois que Dennis Smith Jr. y est toujours. Oui, Euh, il y a Peyton aussi. il y a Elfrid Payton. Déjà, avec 3, il y en a déjà trop. Donc je pense qu'ils vont peut-être même faire un échange peut-être pour monter plus haut dans la draft. Je sais pas. Mais à mon avis, Kylian Hayes, de par son profil, de par son expérience en Europe, de par son... voilà, c'est un beau créateur. Il maîtrise le pick and roll. Je sais pas. Je le vois bien au Knicks, en fait. Je sais pas pourquoi. En plus, il est gaucher. Il est capable d'être spectaculaire. Alors lui aussi, il est aussi pas mal en défense. Donc je pense que ça peut coller avec Thibodeau. Alors, je ne sais pas si pour lui, il faut le souhaiter d'aller dans la Ouais. galère d'Enix, mais je pense que par rapport à Nilikina, il sera un bien meilleur fit, car bien plus spectaculaire et bien plus consistant en attaque. Ouais. En neuvième position, la franchise qui est dans la capitale, à Washington, j'ai mis Onyeka Okongwu. Je sais que toi, tu l'as mis beaucoup plus haut. Mais Oui, voilà, je l'ai mis à Washington, qui a besoin aussi un petit peu d'un ancrage dans la peinture. On sait que voilà, il y a Bradley Beal, John Wall va revenir, on ne sait pas trop à quel niveau. Rui Hachimura, ailier fort, drafté l'année dernière, qui a montré de belles choses. Mais voilà, Thomas Bryant, c'est un peu léger dans la raquette, et je pense que Okongwu peut leur apporter quelque chose de plus pour l'année prochaine. j'ai exactement la même analyse que toi, sauf que je suis descendu un peu plus bas dans la draft et j'ai choisi un joueur dont on n'a pas parlé, qui Ouais, s'appelle Precious Achiuwa, qui est un intérieur nigérian, un peu dans la même lignée que Kokongu. ouais, Euh, j'ai regardé, on a peu d'informations sur lui. J'ai regardé un peu son profil. C'est un profil physique, un bon défenseur qui a pris pratiquement 11 rebonds par match l'année dernière, qui est capable de switcher aussi. C'est exactement la même analyse que toi. Les Wizards à l'intérieur, c'est catastrophique. Le pari Yann Maini a été foiré depuis Marcin ouais. Gortat, non pas un intérieur capable d'apporter vraiment une présence à l'intérieur. Ils ont effectivement tout ce qu'il faut. Ils ont Bill, ils ont Wall, ils ont Hashimura, ils ont aussi Davis Bertans, qui est un ailier fort qui Ouais. s'écarte. C'est typiquement, ils ont typiquement besoin de l'intérieur. Je vois pas qu'est-ce qu'ils pourraient prendre d'autre à la draft qu'un pivot. Donc vu que les deux pivots stars ont déjà été pris, donc je suis allé chercher un peu plus loin pour, Ouais, euh, surtout que pour... Achiwa, il a un profil un peu à la Montrezarel ou Kenneth Farid, non? Beaucoup d'énergie. C'est ça, il est capable de switcher sur plusieurs postes et tout, donc ce sera un energizer pour réchauffer cette franchise des Wizards. Et on va arriver à la fin de notre top 10, de notre petite mock draft, notre tiers de mock draft qu'on fera juste aujourd'hui. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit que Kylian Hayes serait top 10. Selon moi, tu dois te dire qu'il n'est toujours pas tombé. Donc moi, je le vois à Phoenix. Là, on a eu l'actualité avec Chris Paul qui a été transféré là-bas. Je le vois bien en backup de Chris Paul et de Booker, un petit peu en troisième arrière, qui pourrait bien apprendre hein, de Chris Paul. Je pense que c'est le meilleur mentor qu'il puisse avoir en NBA à ce poste-là. Voilà, je le verrai là, peut-être en sixième homme même. Bon, pour un hockey, c'est peut-être un peu tôt, mais voilà, en sortie de banc, et il pourrait se développer dans cette équipe de Phoenix qui va avoir de nouvelles ambitions l'année prochaine. Donc pour toi, Elie Kobo ne sera pas deuxième meneur d'Ira Chris Paul. Ce sera plutôt Et Kylian Hayes. je pense que s'il y a Kylian Hayes qui arrive, il bouffe un peu Elie Okobo. Après, on pourra peut-être les voir les deux ensemble sur le terrain, mais il est plus talentueux, Kylian Hayes, que Elie Okobo. D'accord. Alors moi j'ai mis en dixième place, alors ça découle directement du transfert de Chris Paul qu'on a vu en début de soirée. Effectivement, ils ont perdu un joueur qui est tellement sous-coté, mais tellement précieux, à savoir, comment il s'appelle, l'ailier de Phoenix qui est parti, qui joue à Kelly Washington, Oubre? Kelly Oubre Jr., qui est un joueur tellement sous-coté. Donc forcément, j'ai remplacé poste pour poste Kelly Oubre par Isaac Okoro, parce Ouais, qu'il, clairement, va laisser un trou béant au poste 3 à Phoenix. Devin Booker, c'est un attaquant.
Ayton, c'est un attaquant pur. Chris Paul, c'est un magnifique manieur de ballon. D'un autre côté, il faut avoir un joueur qui est capable d'apporter cette rigueur, qui est capable d'être un général de Monty Williams sur le parquet. Et je Ouais. pense que ce transfert va un peu rebattre les cartes et Phoenix va se lancer à la recherche d'un ailier. Alors c'est clairement là, le poste est sinistré. Ouais, donc Okoro, tu le vois descendre en 10. Ouais, je trouve ça, ouais. Je pense qu'il partira avant la 10e place quand même, hein. Parce il est très convoité ce genre de profil. C'est vrai, mais Mais bon, t'as tenté des à la- choses. Au Congo oh, deuxième. exact. Bon, cette draft est tellement illisible et imprévisible que je pense qu'on Ouais, peut s'attendre à c'est tout. vrai que c'est une draft, pour conclure, c'est une draft un petit peu particulière, hein. Les joueurs, les franchises ont le droit qu'à une liste de 10 joueurs qu'elles ont pu rencontrer, interviewer ou voir en workout. Alors que d'habitude, elles étaient autorisées à toutes. En général, elles pouvaient voir tous les joueurs qui les intéressaient. On sait que là où d'habitude ça se fait au Barclays Center ou au Madison Square Garden, cette fois-ci la draft elle se fera dans les studios d'ESPN en, en visio, un peu à l'image de la draft NFL où voilà on verra les prospects se faire remettre leur casquette à domicile. C'est ça. Donc il y aura pas la collade avec Adam Silver, la photo en costume dégueulasse. Mais Mais voilà, c'est une draft quand même. Elle va se faire un petit mois avant la reprise. C'est ça. Un petit mois avant la reprise. Et on espère que nos petits Français, s'ils sont bien draftés, bon, on est sûr pour Maldon et Kylian Hayes, un peu moins sûr pour Kylian Tilly, en tout cas au premier tour. Mais Exact. que ces Français-là amèneront un nouveau souffle en NBA. Et, euh, et surtout qu'on brillera aux Jeux Olympiques aussi avec l'équipe de France. Les Jeux Olympiques qui normalement devraient être jouables pour les joueurs NBA, hein. La NBA a calé Exact. son calendrier exprès, Exactement. à moins que Nicolas Batum aille en finale NBA avec les Hornets. Mais sinon, Ça qui est hautement improbable. il devrait pouvoir être là. Donc voilà, on en a fini pour cette parole aux Chillers. Juste un D'ailleurs, rappel, voilà. Oui, d'ailleurs, Jules, j'avais une dernière question pour toi, puisqu'on n'en a pas ouais. parlé, toi qui es supporter des Pelicans. Quel profil tu vois pour ton équipe à la draft? Mais ça, je pense que ça dépendra de, du trade ou non de Jrue Holiday. Moi, je partirais sur un RJ Hampton si Jrue Holiday venait à partir, à être tradé à autre part. RJ Hampton Ouais, qui a ouais, un profil de combo guard meneur arrière, qui jouait en Ligue australienne cette année, qui a rencontré notamment la Melo Ball. Euh, exact. sinon, euh, sinon un Sadiq Bey ou un Aaron Nesmith sur les extérieurs. Sadiq Bey plus 3D, voilà, polyvalent, et Nesmith qui est le meilleur shooter de la draft pour moi. Donc voilà, pour apporter un petit peu de spacing autour de Zion Williamson et Lonzo Ball. Ça se tient. D'accord. Donc après, voilà, on attend les annonces de trade qui risquent d'affluer d'ici là. En tout cas, merci Boris, c'était bien sympa cette petite parole aux Chillers. On sera peut-être Merci à amené toi. à en refaire une sur l'intersaison NBA en plus grand comité. C'est ça. Et Euh, pour ceux que ça intéresse, la draft, c'est mercredi soir à partir de 1h du matin chez nos amis de billets. ouais, sur Bein Sport. Et il me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir écoutés. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Et on continue, même en cette période de confinement, à vous proposer du contenu tous les lundis soirs à partir de 19h sur Radio Campus. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.